Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce énième interview. Je sais, vous allez en voir beaucoup. Vous vouliez du comics, vous allez manger du comics, les gars. Ben ouais, à un moment donné, Geekology aussi, c'est une chaîne axée sur le comics. Ah, si vous n'avez pas compris que j'aime parler de comics, allez lire des comics, comme je vous dis toujours. Hein. Ça, c'est l'intro habituelle. En tout cas, aujourd'hui, je suis content parce que je reçois une demoiselle. Ah, parce que je vous vois, les gars, là. Ouais, les comics, c'est un truc de gars. C'est pas vrai. Toutes mes sœurs lisent des comics. Toutes. Absolument toutes. Toutes, elles sont fans de Batman ou Superman. Toutes. Mes filles, 4 filles. Ah bah, j'ai fait que des filles, hein, je suis désolé. Hop, elles sont toutes amoureuses de comics aussi. Ah, la dernière, on l'amène à Cultura. Qu'est-ce que tu veux? Hop, Justice League contre Suicide Squad. Ouais, vous étiez pas prêts, le mec. Donc voilà, aujourd'hui, justement, je reçois Alexandra, bonjour, comment ça va? Salut, ça va et toi? Je suis très content de te recevoir. Hein, je suis de loin Comics Corner, souvent. Hein, je regarde vos interviews Top. parce que tu as reçu bon nombre de potes à moi chez toi. Ouais, Donc du coup, je regardais ça et puis j'ai dit, tiens, en plus, tu es fan de Batman. Alors, moi, je suis fan de Superman à la base, tu vois. ok. Mais j'adore Batman. Tu vois, voilà. Et si tu veux, Batman, je suis parti dans un autre délire, tu vois, parce que comme je te disais en off tout à l'heure, j'ai une formation en neuroergonomie, j'étudie le cerveau. Batman, je suis parti, si tu veux, sur l'étude de sa psychologie. Tu vois, Sans rire, bah, t'as du taf là. là, j'ai je les ai pas là, ils sont sur la table derrière. Voilà, mais là, j'étais en train de lire Batman et Ethics, donc c'est un livre en anglais justement sur l'éthique de Batman. Et ils font Super. toute une étude, voilà. Et j'ai même fait j'ai commencé une série de vidéos sur ma chaîne justement sur la psychologie de Batman. Et c'est super Trop bien. intéressant. C'est doublement intéressant par rapport à rentrer en profondeur dans le personnage, tout ce qui va être Mm. post-traumatique pour Batman, mais de voir aussi comment les fans de Batman réagissent justement Ouais. au fait d'avancer que Batman, finalement, c'est un sociopathe qui a réussi à retourner le problème pour aider les gens. Donc, ils ont du mal avec le mot sociopathe, j'ai remarqué. Hein. Oui. Le terme clinique les dérange. Mais bon, c'est ce qu'il est. Maintenant, il a réussi à en faire quelque chose de bien. Voilà pourquoi le personnage, moi, me passionne. En tout cas, voilà, donc je te reçois comme d'autres intervenants autour des comics pour la simple et bonne raison que voilà, comme tu le sais, je suis en train de faire un documentaire sur la culture comics en France. Moi, j'ai grandi donc dans les années 80 en France, mais j'ai vraiment parfait ma culture comics quand j'ai déménagé au Canada. Tu vois, j'ai vécu longtemps au Canada et c'est vrai que là-bas, on est à un autre niveau. Hein, tout Ouais. ce qui est Amérique du Nord, l'amour du comics, c'est vraiment différent. Et si tu veux, je me demandais, d'ailleurs, je commence le documentaire comme ça, pourquoi une telle différence de réaction entre la France et les États-Unis en termes de hype. Si tu Mm. veux, nous, il y a des trucs, on va être super hypés, Ouais. alors que eux, de l'autre côté, ils vont être très, très, très exigeants, très vindicatifs sur le contenu et sur le matériel de base. Donc, j'ai reçu beaucoup d'intervenants et je suis content de te recevoir parce que toi, tu as quasiment toutes les facettes dans le monde du comics. Hein. Messieurs, prenez exemple. Hein. Elle a fait le taf. Non, mais ça va pas ou quoi? Je sais pas, mais je fais au mieux. Ben voilà, présente-toi. Alors, tu es community manager, tu as été libraire, tu es bat rédactrice. Hein, vas-y, raconte-nous tout. Hein. Alexandra, elle fait quoi dans la life? Je fais quoi dans la life? Bah, ma life, elle tourne autour du comics, dans tous les sens qu'il peut avoir. Moi, j'ai commencé du coup et je suis toujours dans l'équipe Batman Legend. Donc c'est en bénévole, hein. On parle de Batman sous toutes les coutures. On est des gros passionnats, je ne sais pas. De là, ça m'a emmené à me lancer en freelance en community management, donc gérer les réseaux sociaux, la marque, la presse de boîtes qui sont liées aux comics. Et tout de suite, j'ai rencontré Jimmy, qui est le libraire du Comics Corner, Ok. qui est une librairie, une salle de lecture à Paris, boulevard Voltaire. Et donc du coup, ça fait 4 ans que je fais la com avec lui. On a lancé plein de petits projets, des vidéos sur YouTube, le Corner Club, où on a toujours un invité, on parle du comics et un sujet lié. Là, dernièrement, c'était comics et politique avec William Blanc, qui va sortir en novembre. Comics et jeux vidéo, où on a interviewé Carole Quinten, qui va sortir là en octobre. On fait des retours sur les séries et les films parce que tout est lié hein, maintenant. On sait aussi que le contenu pur comics ne marche pas trop. Donc, si on peut, à travers les critiques de séries et de films, toujours revenir sur le comics, c'est toujours notre idée. On fait tout ça.
J'ai eu entre-temps sur mon freelance de certains clients avec de super belles expériences. The Last Shinobi, qui est un projet de comics indépendant français sur les ninjas avec Richard. On a fait plusieurs campagnes lues ensemble. Centaur Chronicles avec Jean-Michel Ferragati. Voilà, j'ai bossé un petit temps aussi avec iComics. Et là, je suis avec 404 Comics, qui est une maison d'édition française qui a sorti Big Girls, Jonah, et prochainement The Autumnal. Donc, du coup, là, je m'occupe de la presse, suivi de presse. Donc, c'est super intéressant. Et à côté, je suis responsable com et événementiel au Dernier Bar avant la fin du monde, qui est un bar, un restaurant, mais surtout un lieu culturel où je m'occupe une grosse partie de mon job, c'est l'événementiel, de créer du lien social sur vraiment les cultures de l'imaginaire. Donc, voilà, on a une thématique à l'année et donc je suis cette thématique avec de nombreux projets, de belles rencontres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, j'ai un podcast à moi. Oui. Donc du coup, le confinement a été douloureux pour tout le monde. Pour moi aussi, j'ai eu pas mal d'arrêts. Et donc, j'ai lancé mon podcast. C'était une idée que j'avais depuis longtemps de lier mes deux passions qui sont la com et les comics. Donc, du coup, je parle de com et de comics avec plusieurs intervenants. Donc, c'est vachement passionnant. Voilà. Bon, ben, un CV bien rempli autour du comics. Alors, je dirais que toutes tes activités sont très geekologiques parce que ma chaîne aussi. Mais si tu veux, sur ma chaîne, moi, j'essaye de traiter, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui vont traiter de comics aujourd'hui. Moi, je suis pas le libraire, même si je viens de monter ma maison d'édition, là, il y a pas si longtemps, pour sortir notre premier comics. Là, justement, on a un petit groupe qui s'appelle Les Vengeurs de Candor. Donc, à l'intérieur, justement, on a des dessinateurs. Moi, je suis auteur. Donc, effectivement, là, on s'est dit, tiens, on va se structurer pour sortir ça. Mais si tu veux, moi, les podcasts que je fais, c'est un peu le sous-texte des comics. C'est-à-dire, moi, je suis très DC Comics et donc je suis, comme je te l'ai expliqué par rapport à Batman, je vais regarder la psychologie. Par rapport aux d'autres héros, tu vois, moi, c'est plus axé sur tout ce qui va être mythologie, théologie. Je suis un passionné de civilisation ancienne, de mythologie, de théologie. Donc, justement, j'explique les différents textes, que ce soit pour les Green Lantern, que ce soit Superman, Batman, Aquaman, tous ces trucs-là. Et j'ai remarqué que c'est vrai que tout ce que tu fais, il y a le comics, mais aussi tout ce qui gravite autour. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la culture comics, c'est hyper important qu'il y ait des gens comme toi qui fassent le lien entre, justement, on va dire, le concret et l'imaginaire. Parce que c'est vrai que j'ai vu que sur Comics Corner, pardon, vous avez des salles de lecture quasiment où les gens, des salons, ils peuvent. Ça, c'est hyper important de donner un lieu. Je parlais, tu dois connaître Antoweb. Oui. Je parlais avec lui, il me disait que lui, c'était dans le foyer de son lycée. Il y avait un lieu où on pouvait, un espèce de lounge où on pouvait s'asseoir et lire du comics. Et c'est vrai que bon, les parcours initiatiques sont tous différents. Moi, je suis né fin des années 70, début des années 80. Donc, à cette époque-là, le comics, on en avait partout dans les stations-service. On en avait chez les buralistes. On en avait dans les kiosques, dans les rues. On en avait à la Fnac. On en avait un peu partout. Alors, comment la petite Alexandra, parce que je pense que ça vient de quand même d'assez longtemps, comment tu es tombée là-dedans? Je suis tombée là-dedans par mon petit frère. Oui. Donc, je pense maintenant que ça fait 8, 9, 10 ans, je sais plus. Et en fait, lui s'intéressait aux comics bien avant moi. Donc, moi, je me suis toujours intéressée à la lecture. Je suis une grosse mangeuse de romans. Je pense que là, ça se voit. Ouais. Et à côté, il y a les BD. Et donc, lui est arrivé par Deadpool. Spider-Man, donc je piquais ça dans sa bibliothèque, on s'entend super bien et je trouvais ça cool, hein, ça y a pas de souci. Aujourd'hui j'en lis, mais il me manquait quelque chose de sombre, etc. Donc j'en parlais avec une amie, elle me dit si tu veux du sombre, faut aller sur Batman. Bon, moi je connaissais pas du tout, hein, à l'époque, shame on me, j'allais à Fnac et donc il y avait du Batman. J'ai pris au pif Batman Silence et ça a été une vraie révélation. Donc je pense que j'ai aussi commencé par un des meilleurs. On parlait de tout à l'heure de conseils pour ceux qui ne connaissent pas. Moi ça va être très simple, ça va être j'ai une sorte de trilogie à en parler. Dedans il y a Batman Silence et voilà, c'était une révélation sur pas seulement sur ce personnage, hein, parce que quand on parle de Batman, on est tous un peu fans de cet homme, de Chevalier Noir sur les toits de Gotham qui n'a peur de rien. Ça a été aussi l'univers, ça a été aussi
Gotham, ça a été les méchants, c'est tous ses amis aussi qui l'entourent, ça a été assez marquant pour moi. Ben, c'est vrai que Batman, il a vraiment son univers à lui, quoi. Il pourrait quasiment avoir tout son lore à lui et se suffire à lui-même, parce que c'est tellement Gotham, c'est une ville vivante, comme je dis souvent. On dirait elle est vivante cette ville. Les super vilains qui émergent aussi au fil du truc. Et j'ai remarqué, hein, c'était le cas avec Comics Guardian, c'est le cas avec Anthony, avec d'autres personnes que j'ai interviewées. Vous êtes toujours tombés sur l'œuvre qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on dirait que dans l'initiatique, les gens qui tombent dans la marmite, il y a une espèce de dieu du comics qui est là, l'ange du comics qui est là, qui amène le bon produit, parce que c'est vrai que Batman Silent, voilà. Heureusement, hein, parce que je pense que peut-être des personnes aujourd'hui tombent sur de mauvais comics et ne continuent pas et ont peur parce que c'est effrayant, parce qu'il y a un contenu énorme, que ce soit sur des héros comme Batman, mais même sur le contenu en général. L'indépendant aujourd'hui, c'est fou. Quand on parle de comics, c'est plus des super-héros. Moi, ça me frustre beaucoup sur un événement que j'ai fait au dernier bar, et donc je parle à une personne, je lui dis que je suis dans les comics, et dit mais c'est quoi les comics? Comment je commence? Qu'est-ce que c'est les comics? C'est Batman, c'est Superman, c'est Captain America? Pas du tout. Aujourd'hui, il y a des comics qui tournent autour de la SF, du post-apo, du thriller, notamment Urban Comics qui a lancé tout un label sur le thriller avec Joe Hill. Enfin, faut vraiment comprendre que c'est énorme, et donc passer par des gros ponts comme ça, comme Batman Silence, je pense que c'est un énorme pas. Ouais. Mais oui, en plus j'ai remarqué, mais c'est surtout ça, et il y a une partie du documentaire dont faire partie certainement, qui est la partie, mais c'est quoi les solutions, comment aujourd'hui on peut relancer le goût du comics. Mais c'est vrai que la plupart des gens, et moi j'ai un peu fait cette erreur aussi, la plupart des gens, quand tu leur dis ok, ils vont aller voir un film, une série, ils vont commencer à s'intéresser aux personnages, et c'est tellement une montagne, c'est l'Himalaya. D'ailleurs, quand tu veux commencer un arc narratif, c'est vrai que tu as des gros personnages comme Superman qui ont été rebootés je sais pas combien de fois. Batman aussi, hein, il a eu ses reboots, il a eu ses changements, et c'est vrai que les gens, quand ils arrivent devant ça, et j'ai remarqué même beaucoup de cinéphiles, c'est ce qui leur arrive. Comme ça serait trop long à maîtriser le matériel de base, soit ils vont le rejeter ou le dénigrer parce qu'ils en ont peur, en fait. C'est trop. Tu vois, c'est trop, et c'est vrai que c'est important qu'il y ait des gens comme toi qui aiguillent, tu vois. Non, mais après, faut pas oublier aussi à quoi sert le métier de libraire. Je veux dire, faut pas avoir peur non plus quand tu rentres dans une librairie. Et de là, je disais tout à l'heure, j'avais à l'époque la bêtise d'aller à Fnac. Je dénigre pas. À l'époque, Fnac, il y avait vraiment de bons libraires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est devenu une chaîne, une licence, enfin, ce qu'on veut, et ça a perdu toute humanité. Ok, mais une librairie, tu rentres, tu es perdu, tu demandes des questions. Moi, j'ai déjà eu, quand j'ai été libraire donc à Univers BD à Paris, donc on faisait BD, comics et manga, la personne me dit bon bah j'aime ça, vous avez quoi? Tu peux partir d'un point zéro et on va aller chercher ensemble, on va discuter, on peut passer 1 heure ensemble. Moi, c'est ce qui m'a plu. J'aime pas le commerce de base, j'aime pas l'argent. C'est pour ça que je suis en freelance peut-être. Et voilà, je vais pas aller dans la vitesse en disant bah tiens ça c'est bien, parce qu'après tu vas revenir me voir en me disant bah j'ai pas aimé. Et là t'as perdu en fait l'essence même de ton métier. Donc voilà, ça c'est un premier point. Puis ensuite se dire oh c'est monstrueux, je sais pas quoi faire. Autre que le libraire, bah il y a les personnes qui t'entourent, hein, les amis. Moi j'ai des copines maintenant qui se lancent dans les comics, donc qui viennent me voir. Et puis bah les influenceurs, les youtubeurs, hein, pour moi c'est pas que du négatif, c'est personnel sur les réseaux. Je travaille avec eux, j'aime ces réseaux pour ça, pour une sorte de grande famille quand même conforme. Et eux peuvent donner des pistes, les articles, Comics Blog, qui est toujours très pertinent. Et sur Batman Légende, on fait des articles comment commencer Batman. On essaye à chaque fois de le rechanger, hein, tous les ans, on essaye de rebosser dessus parce qu'il y a énormément de contenu. Et la troisième chose, c'est que certes, il y a les runs qui sont assez flippants, mais il y a les one-shots, et il y a de plus en plus de one-shots. Là, je pense notamment sur Marvel, un excellent truc qui est sorti. Moi, je connaissais très peu Wolverine, et il y a un Wolverine Black, White and Blood
Donc c'est une sorte d'anthologie hein, en format grand design avec des titres qui vraiment te résument l'identité même de Wolverine. Bah voilà, j'ai lu ce one shot, je me suis dit ok, je commence à cerner le personnage. À partir de là, où je peux aller. Parce que du coup dans ces sortes de comics là il y a un détail, il y a toujours des détails, donc que ce soit au début du comics ou à la fin, avec les noms des artistes, ce qu'ils ont fait sur ce personnage là avec d'autres artistes. Donc faut commencer sa recherche comme ça hein, quand il y a enfin tu vas au Carrefour, il y a plein de trucs, t'es pas perdu, bah là c'est pareil. T'as tout à fait raison. Et moi, je te disais à l'époque, j'avais un peu fait l'erreur. Si tu veux, il y a mon beau-frère. À l'époque, sur CW, il y avait le Crisis on Infinite Earth. Ouais. Et si tu veux, je le voyais, il commençait à être un peu perdu. Et j'ai dit, tiens, je vais lui acheter. Je lui ai commandé sur Urban Comics, donc le Crisis, l'espèce d'encyclopédie comme ça. Pourquoi t'as fait ça? Avec des yeux et genre, mais tu veux me tuer ou quoi? Oui. Et donc, oui, non, mais tu as tout à fait raison. C'est important. On en parlera tout à l'heure en fin d'interview parce que ce sera la dernière question. Mais comment bien aiguiller les gens qui vont sortir d'un film du MCU ou d'un film du DCU, comment bien les réaiguiller derrière, parce que je pense que ça va faire partie des petits détails. Mais tu as tout à fait raison. L'entourage compte. Et ben, les gens comme toi, les libraires aussi, ça c'est hyper important. Et les youtubeurs, quand ils ont fait leur devoir, les mecs. Je vous vois. Allez sur Wikipédia 10 minutes avant vos lives. Je vous vois. Après, c'est compliqué parce que les personnes qui veulent lire du comics, bon là, on cite Venom parce que ça vient de sortir. Oui. J'ai vu Venom, je veux lire du Venom. Sur quoi le film s'est basé? Bah, on en parle dans la vidéo avec le Comics Corner. Il s'est pas basé sur un comics. Souvent, ils font des mélanges parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que juste traiter un comics, ça prendrait une série. Bon, en même temps, Jupiter's Legacy l'a fait, c'est mauvais. Bon, Ouais, c'est mal. mon Dieu. J'aime des choses, hein, mais là, c'est compliqué en ce moment. Ils me font J'ai aimé la partie qui était filmée dans le passé. Tu vois, le truc années 30, c'était oui. beau. C'est pour ça qu'ils vont en faire un spin-off, parce que finalement, sur les retours des personnes, c'est plus ça qu'ils ont aimé. Bah, c'est ce qui a été le mieux fait. Mais voilà, le problème aussi, c'est que souvent, ça ne se base pas sur un seul comics, quoi. Donc, il faut vraiment chercher. Pour le coup, c'est ce qu'on essaye de faire sur le Comics Corner, sur le site. On a lancé un site en ligne et on fait une rubrique dossier. Donc, en fait, sur le dossier, on a par exemple un thème là, le dernier Venom Carnage ou What If, et on a plusieurs comics liés à la thématique. Super, top. Ça c'est pour moi. Quand je suis revenu du Canada, tu vois, là-bas il y a une autre manière de consommer le comics. Tu vois, Ouais. tu as plusieurs formats, t'as le floppy, tu sais le petit floppy. Ouais. Tout. Moi dans mon comic book store en fait, j'avais un casier et je disais donc à mon libraire quand j'arrivais. Je disais, ben voilà, moi, je lis tel titre. Donc, j'avais un abonnement tous les mois, si tu veux. Et quand j'allais dans mon casier, ben, j'avais tous mes floppies, quoi. Tu vois? Et c'est des floppies à 2, 3 euros. Tu vois, c'est pas, et donc, t'as ce côté série un peu. Ouais. Si tu veux. Que Marvel est bien arrivé à créer ce côté série avec les films, qui crée une espèce de hook. Et tu verras dans le docu, je montre les techniques, comment ils vont aller chercher certaines personnes hors contexte comics grâce à des techniques de marketing qui sont maintenant évidentes. Mais bon, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que la manière dont on consomme le comics ici, bon, on va pas se mentir, le marché du comics aujourd'hui, c'est quoi? C'est 45% pour le manga, c'est 6% pour le comics, et on va dire que le franco-belge a le reste, quoi. Mais on a une manière franco-belge de consommer, de lire les bandes dessinées encore. Ouais. C'est normal. On est en Europe, on a été bercé quand on était jeune par Tintin, Astérix, Alix, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que j'ai remarqué que les formats, les nouveaux formats, parce que moi, mes potes au Canada, qui sont francophones, si tu veux, ils commandent sur Urban Comics pour avoir les hardcovers à 35 ou 18 euros, alors que là-bas, ils sont à 100 $, les mêmes. Tu vois, à peu près la même qualité d'impression, de traitement et tout. C'est 100 $ au Canada, alors que en France, bon, on peut avoir un super hardcover pour 18, 20 euros, tu vois. Oui, mais c'est déjà cher pour un
un Français de base, surtout avec la petite augmentation qu'il y a eu, même si elle n'est pas énorme pour le travail Oui. qu'il y a, c'est énorme. Après, il y a une vraie évolution. Avant, ça coûtait 15 € un comics de base, parce que avant, voilà, dans les premières années où je lisais les comics, aujourd'hui, je suis en moyenne à 18-20. C'est beaucoup quand t'en consommes pas qu'un. Ben oui. Alors, je sais qu'on demande pas son âge à une dame, mais tu as quel âge? 27. Ouais, tu vois. Moi, à mon époque, c'était 4 ans pour lire un comics. D'ailleurs, je l'ai montré dans le documentaire avec 10 francs. Ma mère, elle me donnait une pièce de 10 francs. Tu vois, c'est 1,50 € à peu près, tu vois. C'est comme si tu avais une pièce de 2 € en fait. C'est fou. Hein. Et je m'achetais un paquet de bonbons, je m'achetais des pépites, tu sais, les pipasses. Ah, c'est dégueu. Ça brûle les lèvres, t'as raison. Ouais, grave. C'est pour ça que j'achetais du sucré à côté. Et donc, j'achetais des bonbons et tout ça, et il me restait encore 4 francs, et je m'achetais mon Nova, et j'avais toutes mes aventures de Spider-Man, de 4 Fantastiques. Voilà, et en fait, C'est la plus du culture tout la comique, même ben oui, consommation, quoi. exactement, la manière, et donc toi, justement, vu que tu as travaillé en librairie, tu travailles en off et tout, tu vois comment ça se passe. Comment tu profilerais aujourd'hui un lecteur de comics pur et dur? Comment toi, tu le profilerais? Le lecteur de niche, Oui, voilà, celui-là, oui. le lecteur de niche, c'est grâce à lui qu'on a les 6%. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est les lecteurs comme, par exemple, moi, là, il y a 2 semaines, j'en ai eu pour 130 €. Un lecteur classique, ça y est pas. Petite anecdote trop drôle, j'ai fait un remplacement à ma librairie ce jour-là, donc c'est un samedi parce qu'ils avaient personne. Et donc à la fin de la journée, il veut me payer et je lui dis bah non, me paye pas parce que j'en ai beaucoup plus pour la journée que j'ai travaillé. Et donc du coup, je lui ai donné des sous en plus. Parce que j'avais ça de comics ailleurs. J'ai trouvé ça drôle. Mais donc j'ai travaillé ma journée pour mes comics. Dans le lecteur de niche, du coup, il va suivre toutes les sorties du jeudi pour Urban et les sorties du mardi pour Marvel. Et il va avoir une sorte de budget, mais un budget beaucoup plus large que la moyenne. Où là, tu pars sur un certain nombre, 2, 3, 4, parce que juste Urban, sur un mois, on est à 10 sorties. Quoi. Donc, après, l'autre profil, c'est les profils plus débutants et déjà deux comics ou romans graphiques ou BD, c'est beaucoup pour eux. Ok. Et c'est normal. Mais Oui, tu peux très vite, moi je suis tombée très vite dans la fanmania où c'était nécessaire pour moi de lire beaucoup, mais parce que voilà, j'aime beaucoup ça. Mais il y a aussi cette course-poursuite un peu tout lire maintenant et tout avoir, parce que dans la sphère comics, nous on est entre lecteurs de niche, tu peux très vite te faire spoiler. La personne, elle va l'avoir, certains influenceurs les avoir 2 jours avant, donc du coup t'es là, putain moi je vais pas, ah zut, peut-être que je devrais prendre celle-là aussi, donc tu te rajoutes, donc ta liste en fait elle fait ça, à la base elle fait ça et ça devient assez énorme. Donc faut savoir un peu mesurer. Aujourd'hui je consomme aussi toujours autant, mais c'est plus réfléchi. plus Avant je prenais. qualitatif, quoi, pour ton Ouais, côté. ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, un exemple sur Harley and Joker Criminal Sanity. Mhm. Je l'ai emprunté. Donc, faut pas oublier, hein, pour ceux qui ont des manques de budget, les bibliothèques, je le répète parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais quoi, tu te fais une carte, tu empruntes, tu payes pas. Si vraiment tu aimes, ensuite tu vas l'acheter à ta librairie. Mais sinon, il y a moyen voilà, de pouvoir toujours se cultiver gratuitement. Ça a toujours existé, ça. Mais je me rappelle, Ouais. à l'époque, il me manquait des Tintins dans ma collection parce que j'en avais un à Noël ou aux anniversaires. Et c'est vrai que j'allais à la bibliothèque pour lire ce que j'avais pas. Bah oui, oui, c'est évident. Et donc du coup, bah ça, je l'ai emprunté. Bon, je l'ai emprunté au Comics Corner, hein, vu que je travaille là-bas. Je l'ai lu et j'ai dit bon, bah non, ça vaut vraiment pas le coup de l'avoir chez moi, parce que bah aussi il y a la question de place. Tu peux pas tout avoir, donc tu essayes d'avoir une bibliothèque qui te ressemble. Ah ouais, non mais c'est très juste. Ah ben, vous voyez, hein, ça va dans le sens du documentaire. Si tu veux, dans la partie marketing, j'ai fait un peu le profil du moutonisme. Tu vois, bon, si tu veux, le lecteur de niche, pour moi, c'est pas forcément un mouton parce que c'est un fan. Mais je parlais par rapport aux gens qui vont aller voir les films ou qui vont se hyper pour les films. Comment on pourrait récupérer peut-être aussi quelque part ce côté fanboy plutôt que moutonisme, parce que moutonisme c'est intermarketing, mais ce côté un peu fanboy aussi pour l'aiguiller vers les bons produits. Moi, je te montre, je l'ai toujours à côté de moi. Ça,
Je remercie Urban Comics parce que j'ai pu racheter tous les classiques que j'ai laissés au Canada, parce que quand je suis rentré du Canada, je suis rentré avec une valise, donc tout ce que j'avais là-bas, je l'ai laissé. Par contre, tu vois, quand je retourne dans le grenier de ma maman, je retrouve ça, tu vois. Oh, c'est beau. Voilà, ah ouais, ça C'est c'est. beau. Donc tu vois les trucs comme ça, c'est vrai que moi je conseille toujours de lire un classique, Mm, souvent parce que effectivement on retourne à l'essence du personnage au moment où mm. il a été créé ou au moment où il était dans ce que j'appelle dans son prime. Euh, Tu vois, à l'époque, justement, moi j'allais à la Fnac, tu sais pourquoi? Parce qu'entre 87 et 97, Superman n'était plus du tout édité en France. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, bon moi les vieux trucs que j'avais, tu vois, pour Superman, c'était les vieux trucs à Reddit, comme Ah ça. ouais, j'ai jamais vu cela. Tu vois? Ben ouais, parce que ça, en fait, tu les trouvais où? Tu les trouvais dans les invendus qu'on retrouvait dans des pochettes surprises. Si tu veux, Oh, dans les stations-service. Moi, quelle mon père, horreur. quand on partait en vacances, ouais, mais moi, ça m'a forgé ma culture Superman, si tu veux. Ouais, ouais, mais c'est génial. Parce que, si tu veux, on partait en vacances et à chaque fois qu'on s'arrêtait à la station-service, mon père, c'était un gros collectionneur de Superman. C'est-à-dire qu'il avait les éditions de 1940 et tout. Mon père, c'était un Wow. malade. J'avais pas le droit de retoucher ses comics à l'époque. Et si tu veux, chaque fois qu'on allait donc sur à tous les interviews, je la raconte. Je sais, je radote, les gars. Calmez-vous. Et en fait, sur les bords d'autoroute, on avait ces pochettes et à l'intérieur, tu avais plein de Superman. L'avantage, si tu veux, c'est qu'à l'intérieur, tu pouvais avoir du John Byrne, tu pouvais avoir du Curtis Swan. Donc, Mm. le Kurt Swan, il faut savoir, c'est le Superman des années 50, des années 60. Donc, si tu veux, je lisais des Superman. Bon, il n'y avait pas forcément de cohérence parce qu'il n'y avait pas de lien entre chaque BD, mais j'avais une version différente de Superman à chaque fois. Ouais. J'avais la version des années 60, j'avais la version des années 80 de John Byrne, tu vois, et j'arrivais à voir toutes les facettes d'un personnage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec là, j'ai vu par exemple Venom. Je parlais avec des potes, mais moi, Venom dans ma tête, c'est les guerres secrètes avec Spider-Man. Il revient avec le symbiote, il se débarrasse du symbiote, et voilà, pour moi, c'est l'histoire d'origine, c'est celle. Mais il y avait personne autour de moi qui connaissait cette histoire d'origine. Il Mm. connaissait les différents reboots, il connaissait ce que justement tu as vu au cinéma avec le premier film. Mais même une fois, mon beau-frère, il me dit, c'est bizarre quand même. Le personnage là, il ressemble à Spider-Man. J'ai failli le gifler. J'ai dit, c'est la première fois qu'on va au cinéma, je vais te frapper. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais oui, mais il savait pas. Mais c'est marrant que tu parles de ça, de la ressemblance avec Spider-Man, parce que hier j'ai fait un podcast avec Anto. oui, Et donc j'avais envie de lancer un format de podcast et revenir sur un personnage, parce que bien. donc, sur certains podcasts, je parle des comics et tout. Et là, c'était toujours poser une problématique. Et donc revenir sur sa représentation, son symbole, son évolution et sa com, bien sûr. Et Anto dit justement à un moment, mais on oublie totalement qu'en fait, tu ne peux pas créer du Venom sans Spider-Man parce que juste les yeux, tu te doutes bien que c'est pareil. C'est en fait, c'est dans le même univers. Venom appartient à Spider-Man, donc d'en faire une entité pure, je veux bien être indépendant, s'il n'y a pas de souci, Mais, il faut mais, être mais, mais cohérent. c'est d'ailleurs quand même Sam Raimi, quand il s'est inspiré pour l'étoile de Tobey Mm. Maguire, l'étoile organique, ça vient de Venom en fait à la base. Ouais, Parce qu'à la base, ouais, il y bien avait des sûr. web shooters et tout. Donc c'est vrai que c'est très bien que vous fassiez ça. Il faut le faire. Moi, j'encourage déjà tous les gars qui sont autour de moi, qui font des podcasts avec moi, des vidéos, des trucs comme ça. Je les saoule, hein. Mais lisez les comics, lisez les comics. Bah oui, oui, toujours, toujours. Ça, c'est la base. Surtout qu'il y a beaucoup de cinéphiles et des fois, on a des grands débats parce que pour eux, ben justement, je vais te poser la question. Ça va nous permettre de faire la transition après pour la fin de l'interview. Mais pour toi, dans une œuvre cinéma, en règle générale, sur 100%, pour toi, quelle est la part qui doit aller on va dire, au matériel de base qui est le comics et quelle est la part qui doit aller à l'œuvre cinématographique? À quel moment l'un et l'autre doivent comment le mariage peut être possible d'après toi? Bah, c'est compliqué. On en parlait avec Jimmy du Comics Corner où il disait, par exemple, les animés. Oui. Pourquoi les animés et les mangas, ça marche bien? C'est parce que finalement, c'est pareil. Il y a pas de créativité. Donc, c'est-à-dire que toi, tu lis ton manga, tu es au tome 66, tu peux vite reprendre avec l'animé, donc tu peux t'arrêter, faire une pause au niveau financier. Voilà, là, le problème, c'est qu'on a un vrai univers qui est créé, mais complètement co-indépendant, donc tu peux pas t'arrêter, reprendre le film, etc. Ouais. En fait, moi, je vais dire 100% du comics,
Et ensuite, tu es libre de t'adapter. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas eu le temps de méditer dessus et de proposer ma thèse au En réalisateur. parce que c'est vrai que cette question, en fait, c'est une question qui a été faite aux États-Unis par un YouTuber qui s'appelle Nerdrotic. Ouais. Et si tu le connais? Oui, oui, oui. Gary, il est super sympa. D'ailleurs, il devait participer au documentaire, mais je vais faire un documentaire spécial France et un spécial États-Unis. Donc, il y Cool. aura lui, il y aura Tyron Magnus, il y aura tous ces gens-là, et on fera un truc pour que les gens puissent comparer. Si je mets les deux ensemble, ça va pas coller. Non, parce que c'est pas les mêmes Voilà, c'est personnes. pas la même mentalité. Mais si tu veux, en sachant que, vu qu'il y a deux sphères, le maximum que tu puisses faire, c'est 50 le cinéma et 50 le comics. Tu vois, moi, je vais te donner la réponse. Oui. Aux États-Unis, ils ont dit 50-50. C'est-à-dire, tu dois respecter le comics à 100% et respecter l'œuvre cinématographique à 100%. C'est-à-dire que les deux, voilà. En France, en règle générale, j'ai dû, hors personnes comme toi qui sont à fond dans le comics, hein, tu vois. Mais quand je pose la question, surtout à des cinéphiles, ils me disent bon ben 20% pour le comics et 80% pour l'œuvre cinématographique. C'est-à-dire Non, mais parce que il dit ça dans le sens, tu respectes une deux choses qui est liée à la naissance du personnage, un ou deux axes, et ensuite tu pars dans la création cinématographique parce que évidemment, c'est pas facile de faire un gardien en live et tout. Mais ça, je veux bien le comprendre. C'est pour ça que c'est des dessins, c'est parce que c'est pas facile à faire en live. Mais par contre, non, 20% c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que tu laisses une trop grande liberté. Et là, je parle pas d'une liberté artistique, parce que ça, c'est bien ce qu'il faut faire. James Gunn l'a fait avec Suicide Squad 2, et c'est pas déconnant. Mais il a quand même respecté un fond. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Suicide Squad 2, en mode, je sais pas, c'est quoi cette étoile à la fin, ou c'est quoi oh, cet Harley, mais lis les comics, tu comprendras mieux le truc. Après, le problème de ce film, c'est juste qu'il est pas ouf, mais parce que c'est Suicide Squad, à la base, c'est une équipe qui fait pour tu verras mourir ou tuer. dans le docu, j'ai mis la couverture de Justice League où tu as Starro en haut du building Bah oui, et c'est la enfin, qui est en face de lui, quoi. C'est pas. quand je dis 100%, c'est de respecter vraiment les fondements des personnages, de l'univers, des co-personnages. Comics Guardian le parle très bien avec Thor. Là, il n'y a rien qui est respecté. Il faut même pas me dire 20% ou 10%, Mais ça va pas du tout. tu vas voir son interview. Mais je sais, on en parle tout le temps. Fantastique. Comics Guardian, bon client. Tu vois, c'est exactement la réponse que je voulais. Voilà. Bon, lui, il est un peu extrémiste dans l'autre sens. Pour lui, ça serait 80% pour le comics et 20% pour le cinéma, en ce qui concerne Thor. Hein. Non, je pense que la bonne réponse est 50-50, c'est-à-dire que tu dois pour que la synergie soit totale, il faut, pour moi, le seul qui a réussi à faire ça aujourd'hui, c'est Zack Snyder. Tu vois, avec Justice League, Ouais. le Justice League, le dernier, le troisième. Hein. Oui, oui. Avec le troisième, parce que dans BVS, je pense qu'il a dit d'accord au studio pour bâcler Doomsday. Pour moi, Doomsday a été bâclé. Mais Bien en sûr. revanche, dans le troisième film, tu parlais tout à l'heure, c'est compliqué de partir de l'image du comics, de la case à l'écran. Mais lui, il l'a fait il y a des plans dans Zack Snyder Justice League, dans la Snyder Cut. Je me suis amusé, moi, à les mettre à faire des arrêts écran et à Ouais. les mettre dans des cases de comics. Le combat des dieux, là, avec Zeus et tout. Ouais, c'est magnifique. C'est du comics, tu vois. Après, tu as un autre exemple avec les Batman de Burton, et surtout le Batman Returns. Alors là, tu as vraiment l'exemple où il faut pas croire, la puissance d'inspiration dans les comics, elle est énorme, liée à une identité propre, au fait que ça soit Tim Burton, que ça soit son univers, et donc du coup, ça fait un tout cohérent. Enfin, il y a eu Exactement. un blockbuster avec... 100% de l'essence de Batman a été respecté et C'est 100% ça. de l'œuvre cinématographique de Tim Burton a été. Donc le mariage peut être que parfait. Voilà. Surtout que Et surtout, Batman. pas que Burton, c'est même les acteurs en eux-mêmes. Michael Keaton aussi a cherché à avoir un Batman plus reculé, plus en arrière, qui laissait plus sa place aux gens. Voilà. Oui. Michel Pfeiffer qui a complètement pris physiquement ce personnage-là. Magnifique. En fait, il y a une implication de tout le monde, parce que les réalisateurs, les producteurs ont demandé à Burton de lire certains comics. Ça, c'est assez fou. Il a été obligé. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais Bob Kane, le créateur de Batman, l'un des premiers créateurs de Batman, il avait demandé à Michael Keaton d'avoir un Batman tout noir. Tu vois, Jet Black. C'est cette couleur là. Tu vois, le Jet Black, c'est la couleur Zorro en fait, parce que c'est vrai qu'il s'était inspiré beaucoup de Zorro. Et à l'époque, quand il dessinait dans les Detective Comics,
on lui demandait de faire un Batman plus coloré. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec un Batman bleu, gris et jaune à un moment donné, parce qu'il était trop sombre, si tu veux. Et lui, il avait cette idée déjà d'un Batman un peu plus torturé, un peu plus, bon, quand même pas le Batman de Todd McFarlane, tu vois, mais dans ce style-là. Et si tu veux, c'était un vieux pieux. Il a demandé à Tim Burton, s'il te plaît, fais-moi un Batman tout noir. En même temps, Burton ne pouvait que dire oui. Enfin, c'est complètement sa patte. Hein. Mais voilà, moi aujourd'hui, il y a un vrai problème sur la vraie volonté de réalisateur et pas juste des films de commande, parce que je suis désolée, mais il y a beaucoup trop de passion, il y a beaucoup trop de travail pour juste se dire ok, bah je vais faire je sais pas, un Justice League ou je vais faire un Wolverine. Non, il faut que tu sois complètement imprégné. Il faut que tous les acteurs comprennent l'enjeu. Je suis pas en train de sauver la Terre quand je dis ça, mais comprennent qu'ils touchent, comme on disait tout à l'heure, à un public large. Et dans ce public large, bah, tu as le public de niche. Et en fait, là, moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on est en train de perdre le public de niche. Moi, je suis quelqu'un de très bon public. Vraiment, en termes cinéphile, voilà, j'aime de tout. Là, je n'arrête pas de pas aimer les trucs. C'est bizarre, oui. Ça ne me ressemble pas. Je suis là, même les amis. Féminine. Je pète des câbles. Mais pour de vrai, et si tu veux, moi, ma jurisprudence, encore une fois, ça reste le Snyder Cut. Et d'ailleurs, j'ai créé ma chaîne juste après le Snyder Cut en disant, OK, c'est possible. Maintenant, il faut appuyer le truc parce que tu as tout à fait raison. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est que Kevin Feige, il a avoué, il a dit, je n'ai plus besoin du public de niche pour vendre mes films. C'est terrible. Je peux te dire que aux États-Unis, il a une bullseye sur la tête, hein. C'est-à-dire que ce soit quand tu regardes les titres des vidéos de Nerdrotic ou d'autres youtubeurs américains, c'est l'homme à abattre, hein, Kevin Feige. C'est plus le génie du début. Non, là, c'est un problème. Là où il a été génial, c'est qu'il a réussi à recycler des comics qui se sont pas forcément vendus. Moi, je les appelle colonnes de droite. Et en faire des super films. C'est vrai que la première phase, on peut pas dire qu'elle est mauvaise. C'est pas vrai. La première phase, les Iron Man, le premier Thor et tout, c'est des bons films. Voilà. Cool. C'est cool. Je me les regarde encore aujourd'hui. Non, carrément. Mais là, Shang-Chi, t'es sérieux? Non, mais encore. Il est pas si mauvais que ça. Le film est bon, mais qu'est-ce que tu vas chercher des persos comme ça? C'est que, en fait, maintenant, il y a marqué Marvel Studios et il sait très bien qu'avec son marketing et avec qu'il a mis en place, les gens sont hooked, comme on dit en anglais. Ils sont accrochés et que de ce côté-là, non, mais c'est très, très juste ce que tu dis. Je ne peux que, je plus sois, comme on dit. Et du coup, juste pour finir, sur le fait qu'on touche plus de niche, ça se voit avec Venom, où on veut toucher aussi un public plus enfantin. Enfin, pour moi, Comics Guardian le parle très bien dans sa vidéo retour, ça aurait dû être déconseillé au moins de 16 ans, parce qu'on veut voir Venom ou Carnage, ou surtout Carnage, bouffer des têtes. Là, plus ou moins, à un moment donné, tu comprends qu'il a mangé une tête, et encore, je suis là en mode, j'aimerais plus, alors que je déteste les films d'horreur, je suis une grosse flippette, et même là, j'étais hyper frustrée, quoi. Donc, c'est hyper lisse, pour toucher tout le monde, pour toucher le plus grand public, pour avoir plus de sous. Donc, plus de sous, plus de projets, plus de marketing aussi, parce que le problème, c'est que si tu fais un personnage comme ça, trop violent, Venom par exemple, parce que Carnage, voilà, ça reste violent. Venom, t'en fais quoi? T'en fais aujourd'hui plus un héros qui devrait l'être. Bah, ça va permettre que les gosses, ils vont acheter ta peluche Venom, parce que les parents, ils vont pas vouloir acheter du merchandising, des goodies, d'un truc qui en fait mange les gens. Ça paraît logique, c'est des bons parents. Moi, je me rappelle dans les comics, Carnage, la première Ultimate Carnage, quand il est arrivé, j'avais même du mal à lire certains comics. Tu vois, pourtant, j'avais un âge avancé, je dois avoir 13-14 ans, à peu près à cette époque-là. Mais j'étais comme, waouh, c'est violent, c'est trop. C'était. Ouais, et là, j'ai pas vu le film encore, mais je me dis, bon, rien que j'ai vu Venom faire des drop mic avec des trucs fluo autour de lui. J'ai fait, c'est bon, laisse tomber, c'est pas pour moi. Mais je pense que, tu vois, comme dit Spider-Man, on a un grand savoir, un grand pouvoir, donc on a une responsabilité. Je pense que nous, que ce soit sur YouTube, et c'est pour ça que je tire les oreilles à certains potes YouTubeurs, j'ai dit, mais tu te rends pas compte de comment cette culture, elle est en train de mourir? Qu'on peut pas se hyper de conneries comme ça. À un moment donné, il faut dire stop. Et surtout, vu qu'on est connaisseur, qu'on a un certain savoir, on a le devoir de bien aiguiller, de bien expliquer aux gens. Tu vois, tu verras dans le documentaire, il y a toute une session où on me ressort les phrases des cinéphiles de base, du style, bon, mais ça va, c'est une adaptation, on n'est pas obligé de faire exactement comme dans le comics. Et ensuite, ça, y a pas de souci de faire exactement comme dans le comics, mais juste tu respectes le personnage. En fait, voilà, mais respecte l'essence, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il y a une addition. C'est-à-dire que chaque phrase que j'ai mis dans le documentaire,
Chaque phrase individuellement, ça peut porter à discussion, tu peux débattre, oui, non, ah, peut-être, voilà. Tu peux mettre de l'eau dans ton vin. Mais c'est l'addition de tous ces raisonnements qui fait qu'à un moment donné, bon, on respecte plus rien. Et Après, le problème, c'est pas que dans les films de super-héros qu'on se contente de films bien. exact, C'est globalement le cinéma aujourd'hui, ils se prennent naturellement, plus trop la tête. Ce qu'a fait Mandalorian sur la création artistique et l'inventivité qu'il a eu à ne pas faire tout en 3D, c'est unique. Et j'espère que plus de gens vont prendre ce pas-là. Et j'ai entendu parler que The Eternals aura une méthode pour filmer qui permettra que ça sera pas que ce qu'on peut voir actuellement et qu'il y aura de vrais décors. En fait, la réalisatrice a voulu vraiment un peu plus tourner pour de vrai. Mais c'est pas que dans les super-héros. Voilà, on essaye juste d'attirer un grand public, on se prend plus trop la tête et donc on est en train de passer à 2 catégories de films. Soit tu vois des films auteurs très complexes, etc., pas du tout disponibles pour certaines personnes, soit tu fais des films classique. Et donc, du coup, le truc au milieu, moi, je mettrais quoi là? Bon, là, je reparle de super-héros, mais pour moi, le truc au milieu, c'est le Joker de Joaquin Phoenix. Non, mais pour Voilà. des développements de personnages comme ça, tu peux pas faire comment. Voilà. C'était risqué, mais c'est jackpot derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et complètement. c'est un film qui est profond, qui est puissant, parce que ben, là, on est sur un personnage qui est grounded, comme on dit en anglais, qui est terre à terre, quoi, si tu veux. Donc Oui. là, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Mais là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est ce qu'on voit, ce qu'ils ont fait avec James Bond. Ah oui. Aussi, il y a une espèce de médiocrité ambiante qui est en train de s'installer. Alors, je pense pas que c'est vrai que moi je suis très vieux con, hein, très années 80, très années 90, mais le côté culturel, créatif était beaucoup plus puissant à l'époque. Aujourd'hui, soit on fait du réchauffé, soit on dirait qu'on n'arrive pas à créer sans pour autant, tu vois, il y a tout ce mouvement en fait de nouveaux auteurs qui essayent de réinventer les personnages. Je pense qu'il y a une essence à garder. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Tu peux adapter, mais ça doit pas être au détriment de l'essence du personnage. Tu vois? Je veux bien que ou des fois sortir des carcans. Enfin là, quand tu vois qu'ils refont un nouveau Gladiator, mais touche pas à Russell Crowe. Je veux dire, à un moment donné, arrête. Et je l'ai pas vu et j'irai le voir parce qu'il faut rester curieux. Et voilà, nous, on dégomme Venom, mais allez le voir quand même parce qu'il faut faire vraiment vos propres avis, ça c'est important. Mais là, en décembre, il y a un nouveau Matrix. Ok, c'est du John Wick, en vrai. Et donc, du coup, ça ressemble fortement à un Matrix 1. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autre chose avec ce magnifique Keanu Reeves qui est génial, ça y a aucun souci, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on se fait plus trop chier et quand du coup c'est un peu plus pertinent, on le relève plus vite parce que au final le Joker on en parle beaucoup, il y a des choses qui vont pas non plus, enfin en soi glorifier le mal et glorifier une personne qui est psychopathe. En plus, c'est arrivé au moment des gilets jaunes. Tu vois, c'était un peu touchy, mais c'était tellement innovant en création artistique, en respect aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui te rappelaient les comics. Moi, quand je l'ai vu avec mon mec, je lui ai dit, tiens, putain, il y a un rapport avec ça. Ah, juste ce petit truc, c'est ça, putain, c'est bien. Et puis avoir voilà, c'était très bien. Ouais. C'est appréciable, tout à fait raison. Mais justement, est-ce que, excuse-moi, tu en parlais très justement, j'ai l'impression qu'effectivement, on glorifie le mal en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés, Suicide Squad qui est tourné autour des méchants, le Joker, il y a Black Adam qui sort chez DC Comics. Bon, même si Black Adam, il s'est refait, on va dire, une fois qu'il a arrêté de péter les plombs, il s'est refait un petit peu la pilule du côté des gentils. C'est un peu un anti-héros. Mais même, je le vois du côté des enfants. On fait des films Cruella, on fait des films la sorcière de Blanche-Neige, je me rappelle comment ça s'appelle. Maléfique. Voilà, et ainsi de suite. On est dans une glorification du méchant, si tu veux. Il y a plus vraiment de code. Et c'est vrai que nous, le monde des super-héros, il est très manichéen dans le sens où il est très les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Moi, pour Batman, j'aime le fait qu'on ait montré qu'est-ce qu'il a fait basculer. La complexité, c'est un psychopathe, mais pourquoi? Tu vois, j'aime ce côté-là, mais je trouve qu'aujourd'hui, on glorifie un petit peu trop le méchant. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? C'est complètement ma problématique de l'année au dernier bar. Comme je disais, au dernier bar à la fin du monde, on a une programmation culturelle. Et donc, cette année, je parle des grandes figures du mal.
et en quoi maintenant ils sont les nouveaux héros. Et donc chaque mois on parle d'une figure, donc les vampires, etc. Les vampires aussi, ça c'est passé de vampires Nosferatu très moches physiquement, ça n'allait pas comme les C'est Pattinson aujourd'hui. comme les sorcières à voilà à du Twilight où tu brilles ou voilà maintenant Ouais, c'est Glow, c'est le nouveau Glow. bah je pense aussi que en tant qu'humain, on est attiré par le mal. On a tous finalement cette partie de noirceur, mais qu'on peut pas montrer parce que on est dans une société où faut pas tuer les gens. Hein, je dis pas qu'il faut le faire, mais et donc du coup, il y a un côté catharsis en fait de voir ces mâles-là évoluer et de changer aussi de héros. Je pense aussi qu'on commence peut-être à faire le tour de héros et qu'on a besoin d'en créer d'autres. Mais du coup, on part dans une souche compliquée. Tu parlais de ça tout à l'heure. Moi, pour Loki, c'est un vrai problème. On est en train de passer d'un dieu de la malice à un petit mec qui galère dans la TVA. Enfin, vraiment, Carrément. c'est assez fou. Donc, ouais, moi, ça m'étonne pas. Après, je trouve ça cool qu'on parle des héros. Moi, je trouve ça chiant que tous les vilains, je trouve ça chiant que tous les vilains passent de anti-héros à héros. Enfin, le schéma, il commence à être très répétitif et dangereux. Et si tu veux, ouais. Moi, le sous-texte que j'ai par rapport à ça, c'est que moi, tu sais, j'ai fait de la théologie et si tu veux, on est dans un rapport gnostique en ce moment. C'est-à-dire que le gnosticisme, c'est vraiment l'histoire de la religion, mais vue du côté des démons, un peu vue du côté de l'ombre, tu vois. Et si tu veux, ça commence à rejaillir un petit peu partout dans toutes les œuvres cinématographiques et tout. Moi, je trouvais ça intéressant au début parce que tu vois, par exemple, tu te rappelles la série Gotham là qu'ils ont sorti il y a pas si longtemps. Ouais, qui est vraiment cool jusqu'à la saison 4. Voilà, c'est ça. On est pas tout à fait d'accord jusqu'à la saison 4 où c'est vraiment parti en live. Mais le truc c'était bon, même si c'est pas très canonique puisque c'est Batman qui crée tous ces méchants à la base. Ils se créent pas comme ça au fil du temps, mais c'était intéressant de voir leur évolution, leur cheminement, j'ai trouvé ça super bien fait, même si c'était pas très canonique, tu vois. En revanche, là aujourd'hui, on est très clairement, il y a une doctrine qui est cachée derrière tout ça. Et justement, là, si tu veux, il y a une espèce là, il y a un débat en ce moment sur Superman, justement, parce que moi, je suis très très fan de Superman et comme je t'ai dit, j'ai eu accès à toutes ses facettes. Mais je sais que le grand public, pour Superman, c'est Christopher Reeves, c'est le dessin animé de Bruce Timm, c'est un gars super clean, le Boy Scout, tu vois. Et aujourd'hui, quand on leur amène un Superman qui casse des nuques, qu'on leur amène un Superman un peu plus dark, qui se pose des questions sur la société, sur sa place dans la politique mondiale, sur toutes ces choses-là, les gens diraient que ça leur fait peur. Et ils préfèrent à la limite aduler un méchant qu'un Superman qui serait un peu plus dark, si tu veux. Ouais, aujourd'hui, il y a ce débat. Est-ce que Superman, ça doit toujours être le dieu parmi nous, ou est-ce qu'il peut avoir aussi des problèmes psychologiques du fait de sa différence, si tu veux. Après, il faut pas oublier que nous, on évolue et que les super-héros, ils évoluent aussi avec nous. Hein. Ça a été très bien expliqué par Arnaud dans un article dans Le Parisien où il rebondissait sur le fait que le fils à Superman, John, avec l'annonce qu'il est bisexuel, c'est complètement logique. Donc, c'est complètement logique qu'à un moment donné, Superman est un réel mythe et qu'ensuite, il se pose des questions sociétales parce que ça y est, ça fait 10 ans qu'il vit sur Terre. Enfin... c'est pas comme si éternellement, il restait le mec qui arrive un jour. Et c'est un bel exemple que tu m'as donné, parce que moi, je suis un petit gars, le petit garçon en moi, il a grandi avec cette figure masculine, avec des valeurs, qui te montrent comment être juste, qui a un code moral. Et moi, le fait de suivre Superman, ça m'a inculqué tout ça. Je me dirais, pourquoi aujourd'hui un jeune bi ou un jeune gay, il aurait pas droit au même truc, si tu veux. Et en plus, c'est pas déconnant parce que John est allé dans le futur. Donc, si on continue comme ça, on va dire que tout ça va se démocratiser, entre guillemets. Non, mais après... Et le fait qu'ils reviennent du futur, bon, ben voilà, et peut-être que dans le futur, c'est classique, il y a rien d'extraordinaire. Après, ils réagissent par rapport, il y a un côté conservateur, et il y a un côté, tu sais, un petit peu, Superman reste quand même une figure masculine, testostérone. Il y a Supergirl, il y a d'autres. D'ailleurs, dans Supergirl, dans la série, c'est super bien traité. Je crois qu'il s'appelle Dream, le personnage qui est transgenre. Je sais plus comment. Non, mais après, c'est le même problème que nous, on vit. Il faut juste laisser les gens aimer qui ils aiment. Enfin, je vois même, il faudrait pas en faire tout un truc, tu vois.
le voir autant, c'est bien, parce que je pense que ça fait du bien à cette communauté, aux personnes qui lesbiennes et gays, ok, il n'y a pas de souci, mais ça doit pour moi rester banal. Comme en vrai, ça serait logique d'un jour affirmer et mettre sur le papier que Poison Ivy et Harley Quinn ont une putain de relation. Parce que ça, on a du mal à nous faire comprendre, quoi. Et dès qu'elles se font un bisou, on est paniqué, on veut l'enlever de la page. Non, mais Non, n'importe quoi. le, le monde du comics, moi je le vois avec mes petites sœurs, ça a toujours été un monde qui a fait une belle part quand même à la femme, même si c'était des fois un peu trop femme libérée. Parce que ça a été créé dans les années 30 et du coup, fallait que ça convienne. Mais bon, ça évolue, donc... Oui, mais ça a évolué dans les années 80 quand tu vois She-Hulk arriver avec des décolletés jusqu'au menton et qui parle, qui casse le quatrième mur et qui nous parle et qui nous raconte ses histoires de menstruation et tout. Moi, je trouvais ça poilant, mais mes sœurs, elles adoraient ça. Le comics, que ce soit en termes de racisme ou de, on va dire, de sexualité ou de, ça a toujours été très ouvert. Moi, j'ai toujours vu des super-héros de couleur, j'ai toujours vu des super-héros féminins. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on met tout, on exagère tout, alors que c'est déjà le truc était déjà dedans. Il y avait pas besoin. William Blanc le dit dans son bouquin, une histoire politique des super-héros. Le comics dès à sa naissance est politique parce qu'il a été créé dans des contextes avec la Seconde Guerre mondiale, que ce soit Stan Lee, que ce soit Jack Kirby ou que ce soit Bob Kane ou Bill Finger, ils avaient chacun eux avait des particularités touchés par des milieux défavorisés ou en pleine guerre ou Jerry Siegel quand il crée Superman, c'est parce que quand il était petit, il vivait seul avec sa maman parce que son père battait violemment sa mère et il imaginait toujours un monsieur qui arriverait par la fenêtre et qui viendrait sauver sa mère. Donc tu vois, c'était déjà des faits. Je me rappelle dans l'Estrange, là, celui que je t'ai montré, il y a des trucs. On parle de drogue, il y a toujours il y a toujours un côté aussi pas moralisateur, mais il y avait toujours une morale pour dire on peut s'en sortir. Ouais. Tu vois, il y a des Superman où il est accro à une certaine kryptonite, mais il va te parler de la drogue derrière. Ouais. Et c'est vrai que je pense que les gens n'arrivent pas à voir le sous-texte. Ils voient des gens en collant qui se tapent dessus, qui vont dans l'espace, et ils n'arrivent jamais à voir bien le sous-texte. Et c'est là que tu n'arrives pas à dépasser cette clientèle de niche, en fait, parce que les gens se disent, bon, en fait, non, c'est juste de la cape et des grands combats, et t'as encore enfin, moi, du coup, je parle à des gens qui n'aiment pas, enfin, qui connaissent pas les comics plutôt, et ils se disent, oh, bah, vas-y, c'est des grands extraterrestres, et c'est des grands vilains qui arrivent et tout. Là, je suis là, mais pas du tout. Et puis, même si c'est ça, ça veut dire d'autres choses. Ça veut dire la conquête d'un territoire. Tu peux l'extrapoler à ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, carrément. Et puis il y a de super belles. Il y a une sortie qu'il y a eu chez Urban Indies, je crois, qui est du coup l'histoire d'une femme voilée musulmane qui habite du coup dans un bâtiment et les démons arrivent. Je l'ai pas encore lu. Hein, là, c'est vraiment juste le synopsis, donc je sais pas exactement comment c'est, mais je vais le lire. Les démons arrivent quand les gens manifestent du racisme. C'est génial. Ben oui, c'est vraiment cool. Donc faut arrêter de me dire ah non c'est pas intelligent le comics. Non. Du coup, on a tous vécu ça. Le partenaire de la chaîne, il est libraire et il racontait que sa maman disait ouais c'est mal écrit, c'est nul et tout, et du coup il est devenu libraire comics et il vend que ça en réaction un petit peu. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment eu à cœur quand j'ai créé ma chaîne pour me démarquer. De faire profiter aussi les gens de mon savoir en termes de mythologie, théologie. Quand t'expliques aux jeunes que Athéna c'est Wonder Woman, que Aquaman c'est Poséidon, que Superman c'est Jésus, et tu leur montres par analogie, mais effectivement les gens tout de suite ça amène une autre dimension si tu veux. Et donc du coup ils commencent à se dire putain j'ai raté ça, j'ai jugé sans vraiment connaître. Mais c'est vrai que on va pas se mentir, le comics pendant longtemps, même à mon époque quand j'étais jeune, c'était pas le truc super cool non plus, hein, c'était le truc de nerd. Tu vois, c'était un peu ça, mais il y a eu un boom aux États-Unis, tu vois, avec des séries comme Big Bang Theory, je sais pas si tu as déjà vu cette série et tout ça, il y a eu un boom, c'est de dire que nerd is the new sexy. C'était le truc là-bas. Et c'est vrai que tout d'un coup, quand tu vois, c'est vrai que moi je l'ai fait dans le documentaire, le profil du lecteur de comics américain, c'est le IT, c'est le scientifique, c'est le gars qui joue aux jeux vidéo. Il y a quand même un profil bien défini, mais aujourd'hui, si tu veux, il y a quand même un Américain sur 3 qui lit des comics. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ou qui en a déjà lu. Alors qu'en France, on est sur 1 sur 20, je crois. Donc, c'est rien, tu vois. Après, il faut laisser peut-être un peu plus de temps aussi en France. Tu parlais tout à l'heure que
que ça commence à être de plus en plus important, le William Blanc propose des cours à la Sorbonne d'histoire politique des super-héros. Ah, Enfin, c'est moi, bon. j'ai juste envie de rentrer à la fac juste pour ça. Ouais, pareil. C'est génial. Donc, je me dis peut-être qu'il y a un temps de génération où, avec ces cours-là, avec peut-être plus de livres aussi, tu vois, il y a de plus en plus de créations. Les moutons électriques ont sorti un énorme essai où il y a Arnaud de Comics Blog qui écrit dedans. J'en oublie d'autres, mais j'ai un autre essai aussi sur les héros qu'on m'a offert et peut-être qu'il faut que ça devienne un peu plus Après, populaire de cette oui, manière-là. je pense qu'en France, on reste un pays, tu vois, si tu veux, aux États-Unis, ils ont pas c'est dans leur culture, c'est dans leur ADN, si tu veux. Parce que En c'est né revanche, là-bas. voilà. En revanche, en France, il va falloir aller chercher on va dire le cerveau gauche des gens. Tu vois, il va falloir chercher un peu le côté intellectuel, C'est le ça. côté qui va un peu plus loin pour leur amener, il y a des œuvres, il y a de la profondeur. Moi, je vois, ne serait-ce que, je touche à la psychologie Batman. On me lance des batarangs dans la gueule, tu vois, je les reçois, je les garde. Mais tout de suite, tu fais, qu'est-ce que tu fais? Mais tu es obligé de passer par là. Ça amène une dimension. Moi, je trouve que il y a toute une dimension dans les comics qui est mal vue par préjugés ou par manque d'implication, parce que encore une fois, c'est pas dans notre ADN. Mais si tu me dis qu'il y a des gars qui font des cours à la Sorbonne, je viens en courant, moi. Tu vois, Bah c'est ouais. un truc, ça me Tu vois, passionne. Oui, par vas-y. exemple, moi, je suis, comme tout le monde devrait l'être, je suis féministe. Je lis énormément de trucs dessus. Je suis des comptes féministes. Pour moi, les féministes, elles devraient parler de Wonder Woman parce que la création et comment c'est né, c'est hyper féministe. Tu vois ce Ben que je veux dire? justement, ça C'est m'intéresse social. ton avis là-dessus. Justement, dans les comics, il y a beaucoup de matériel de féminin fort. D'accord? Mm. Tu viens de parler Wonder Woman, tout à l'heure je te parlais de She-Hulk. J'ai toujours eu, moi, déjà ma mère est espagnole, tu vois, donc femme forte, je connais. Mais j'ai toujours eu, si tu veux, c'est le cliché, tu sais. Là, Et je suis oui, portugaise, donc t'inquiète. ah, ça va, donc toi aussi, t'as mangé des poulets congelés qui volent dans la maison. Tu connais le truc. Hein. Donc le truc, au Portugal, vous faites le poulet grillé, là, comment ça s'appelle? Euh, Churrasqueira. churrasque. Ah, maman. Sur la- Tu sais, moi, j'ai côté C'est la vie. antillais, côté espagnol. Ah ouais, c'est la vie. Poulet braisé, là, c'est la vie. J'ai faim. Et si tu veux, dans les comics, ouais, je vais te laisser y aller après. Ouais. Non, c'est bon, je quitte. Mais justement, il y a eu cette image-là, et là, j'ai l'impression qu'on essaye beaucoup, beaucoup. Au lieu de mettre en avant ces personnages qui existent déjà, on essaye de féminiser des personnages masculins plutôt que de mettre en avant, parce qu'il y a des personnages. Wonder Woman, quand même, c'est une Amazone. Tu peux pas faire plus, quoi. Captain Marvel. Captain Marvel, oui, tout à fait. Parce que les gens ils disent oui, ils ont féminisé le personnage masculin. Non, si tu as lu les comics, si tu lis les comics, le personnage masculin meurt et voilà. Donc il y a la relève derrière. Mais toi justement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plus pour qu'on mette en avant des personnages déjà existants ou il faut tout féminiser pour donner un peu la chance à, on va dire, à une figure masculine, féminine, pardon, d'exister? Non, faut pas tout féminiser non plus. C'est là où après on va dire qu'on est extrémiste et qu'il faut nous mettre au bûcher, tu vois. À un moment donné, il faut peut-être reprendre ce qui a été et le remettre au goût du jour. Ouais. Et s'adapter aussi, ne pas refaire ce qu'on a pu voir dans certaines planches de Killing Joke. C'est pour moi Killing Joke est vraiment essentiel hein, dans la lecture comics, dans le panel que tu peux avoir, voilà, de comprendre le Joker. Mais il y a des scènes qui sont un peu trop fortes par rapport à Batgirl et qui touchent vraiment à une hypersexualisation trop importante. Est-ce que tu avais besoin de comme ça que son père voit des photos d'elle complètement à poil? Et en plus, c'est même pas le style du Joker. Enfin, comme par hasard, le Joker, il fait ça une fois, il fait ça avec une femme. Tu vois, c'est le problème. Et Batgirl, d'autant plus, quoi. En plus, on a dans le dessin animé, il crée une relation avec Batman où elle couche avec. Oh là là, non, mais oui. Je divague, on peut en parler pendant des heures. Non, mais je pense qu'il faut reprendre certains personnages, le remettre. Après, je vais t'avouer, là, dans mes lectures, je lis beaucoup plus de héros. Je lis pas beaucoup d'héroïnes. Là, je suis en train de lire Fatal chez Delcourt, donc c'est dans l'univers criminel et cruel, donc c'est vachement bien, mais en héroïne comme ça, j'en lis peu. Là, je saurais pas te dire pourquoi. Peut-être parce qu'il y en a pas assez. Je sais aussi que c'est peut-être un manque de culture, parce que là, mon libraire m'a parlé des excellents Jessica Jones. Et qu'il y a une intégrale là qui va sortir. Enfin, ils refont ça en des super belles versions comme ils ont fait pour Daredevil, donc je vais aller m'acheter ça.
ce week-end, mais aussi on a un peu plus de contenu de héros. Voilà. Après c'est comment on recrée les relations. On n'est pas obligé de tout féminiser, mais on peut aussi le remettre au goût du jour. Tu vois, ramener un petit peu Batman dans un côté un peu moins mégalo, prétentieux, tu vois. Il n'est pas Oui, mais obligé. carrément. Là, je suis tout à fait d'accord. Si on crée Batman aujourd'hui, il aurait pas ce côté, c'est sûr. Mais je pense que à un moment donné, il y a eu une hyper masculinisation, si tu veux. Ouais. Et donc à partir de là, c'est-à-dire que tous les héros deviennent plus masculins que masculins. C'est devenu ils ont la testostérone qui sort du nez, tu sais, pour rien. Tu vois, moi j'aimais bien Spider-Man parce qu'il avait ce côté un peu frêle mais super fort, tu vois. J'aimais bien les représentations de Clark Kent un petit peu empruntées, et puis quand il devenait Superman, Ouais. quelqu'un de juste et là je suis tout à fait d'accord avec toi. Remettre au goût du jour sans pour autant féminiser à outrance, justement. Pourquoi? Parce que je trouve que ça dessert justement les mouvements féministes, puisque ça énerve le public de niche beaucoup, j'ai remarqué, et que justement vous passez pour des fascistes extrémistes. Il y a eu le personnage de la fille de Stargirl qui est complètement woke. Je sais pas si tu... Ah non, je vois pas. Mais tu vois, ça, je trouve ça super mal écrit, alors qu'ils auraient pu faire un truc beaucoup mieux. Ouais, elle est, en anglais, on dit obnoxious, ça veut dire elle est insupportable. Tu vois, et je trouve pas que ça sert le mouvement. Tu vois, Ah oui, oui. ça dessert, elle est vraiment insupportable. Elle a du poil sur les bras, mais c'est vraiment, en plus, c'est très cliché. Ça met pas en valeur, tu vois. Donc, c'est pas terrible. Donc, mais c'était bien d'avoir l'avis d'une femme là-dessus. Je suis content d'avoir. Justement, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une jeune demoiselle ou à un jeune homme aujourd'hui qui va tomber dans le comics? Donc, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Parle à ton libraire, renseigne-toi, c'est pas la montagne. Mais toi, qu'est-ce que tu conseillerais justement pour les gens qui voudraient se plonger dans le comics? Toi, vu que tu as les deux côtés du rideau, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le comics aujourd'hui? Pour lire du Batman ou d'autres trucs ou... D'autres trucs, enfin, en général et en particulier Batman. Ouais, ça m'intéresse pour le Batman. C'est dur. Alors pour Batman, moi mon chef-d'œuvre, c'est Batman Allons Halloween. Oui. C'est vraiment un des meilleurs comics pour moi parce que c'est Tim Sale, parce que c'est Jeff Lim, parce que c'est magnifique. Si tu veux vraiment comprendre qu'est-ce que Gotham, qu'est-ce que sont les vilains de Batman, la relation avec Catwoman, son côté détective aussi, si tu veux vraiment une enquête fil rouge, c'est super intéressant. Après, je vais avoir Amère Victoire, Batman Silence. Il y a des choses comme ça qui sont hyper importantes. Et puis après, tu as des choses récentes comme des créations comme Sean Murphy avec Batman One Night, où tu peux ne pas avoir lu Batman avant et comprendre qu'est-ce que l'univers batmanien. Donc, en soi, sur Batman, tu vas pas en apprendre grand-chose parce qu'il est très différent de ce qu'on peut lire, par exemple, sur Batman Silence. Mais sur les relations qu'il peut avoir avec Batgirl, avec les Robins, et sur la relation tendue sur le Joker, et qu'est-ce que aussi la GCPD, ça c'est très important. Donc, tu as toutes les séries Gotham Central. Voilà, si tu as des personnes qui sont pas fans de super-héros, mais qui aiment bien un peu les enquêtes, le polar, etc., tu as 4 ou 5 tomes de Gotham Central qui est concentré sur la GCPD, sur le commissaire Gordon, sur René Montoya, qui est un personnage féminin très fort. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Après, sur d'autres héros, attends, c'est facile. Moi, j'ai un truc là. T'as sur Green Lantern, tu as les grosses intégrales de Jeff Jones. Ça, c'est des basiques. Sur Daredevil, tu as du Frank Miller. Essayez de voir les grands noms pour partir de là. Donc, les mastodontes, Alex Milev, Jeff Lemire, par exemple, tu prends comme ça et ensuite vous cherchez les petites pépites. Je pense, moi, j'ai commencé comme ça, je m'en sors pas trop mal. Mais c'est parfait, non? C'est que de bons conseils. Donc, comme elle vous a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller dans les bibliothèques si vous avez pas forcément les moyens. C'est parce que c'est vrai que aujourd'hui, on voit les parents, ils vont à Cultura. Tu veux quoi? Je veux ça à 18 €. Non, prends un manga à 5 €, c'est bien. Bah, c'est ça, ouais, c'est clair. Bon, après, à force de lire, je sais pas combien de mangas, t'arrives à un prix quand même plus élevé que quelques comics. Oui, bon. c'est sûr. Ça consomme très très vite. Les gens se rendent pas compte en fait. Oui, Mais
Mais en tout cas, voilà. Donc, allez demandez à votre libraire, discutez avec votre libraire. Et puis voilà, puis allez voir, hein, le Comics Corner avec Alexandra. Toujours de bons conseils, hein. Et je pense que oui, hein, on est tout à fait d'accord. Les youtubeurs spécialisés ont un grand devoir. Moi, je me considère pas comme expert. J'ai ma petite expérience dans le monde du comics. J'ai été rédacteur sur des gros sites côté outre-Atlantique, en l'occurrence Superman Homepage, je sais pas si tu connais. Voilà, avec Steve Younis et tout. À l'époque, il y avait le grand forum. Là, le forum a disparu parce qu'il y avait trop de fight et de malveillance, hein, comme les réseaux sociaux. Mais en tout cas, voilà. Et on a une responsabilité. Donc, de ce côté-là, vous avez Alexandra qui fait un super boulot. Moi, je valide, les mecs. Hein, je valide plus. D'accord? Ah, elle fera partie de la partie espoir de mon documentaire. Parce que vous, les autres, je vous ai vu, par contre. Hein. Il va falloir s'y mettre. Comme il disait Superman dans Kingdom Come, rééducation, les mecs. Rééducation. Voilà. En tout cas, mais je te remercie beaucoup. C'était passionnant. Hein. On voit que tu es passionné, donc c'est passionnant de t'écouter. En tout cas, mais j'espère qu'on remettra ça, que tu viendras nous voir dans un live. Ah, hein. Avec plaisir. Franchement, si c'est pour parler de comics, je suis toujours là. Ah ouais, c'est comics. Sur ma chaîne, c'est comics. Allez. En tout cas, voilà, mais merci de ta participation. Nous, on se retrouve à la prochaine interview. Hein, là, on va interviewer des gars qui, justement, ne pompent rien aux comics, mais qui aimeraient bien démarrer. Hein, je vais m'occuper d'eux. Parce qu'il y en a certains, ils ont des chaînes. Hein, les mecs, je vous vois. Attention. Allez, merci beaucoup, Alex. Je rends l'antenne. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.